J'ai des clients qui refusent de travailler avec moi parce que je suis pas assez agressif. J'ai une méthodologie qui est entre guillemets trop éthique. Pourquoi les infopreneurs? Ma mission, c'est d'élever les standards du marché sur la partie vente. Les infopreneurs, c'est ceux qui sont le plus réceptifs à mon message. Il y a une mauvaise approche du sales. Manipulation et tout, ouais. Voilà. Donc vraiment il y a un gros travail à faire sur cette partie-là, quoi. On vient me voir pour la partie sales, soit quand on n'arrive pas à vendre, soit quand les commerciaux n'arrivent pas à vendre. Depuis ado, ce que je fais très bien, c'est de me mettre moi de côté et de faire parler les autres. Et t'arrives à garder la tête un peu hors de l'eau? Et je fais un peu de la brasse, quoi. Des fois je vais sous l'eau, je remonte un peu. Dès que tu commences à avoir un peu d'affect dans les choses, c'est toujours plus compliqué d'avoir ce recul-là. À partir du moment où tu as une personal brand forte, en fait, tu peux ouvrir plus le champ des possibles. Tu es ce que tu fais et non pas ce que tu dis que tu vas faire. Julien, bonjour. On Enchanté. est ravis de t'avoir dans le podcast Trajectoire. Donc, je m'appelle Pauline, je suis consultante en positionnement stratégique pour entrepreneurs. Et moi, c'est Adri, je suis CEO freelance, experte en automatisation et scale. Et on a une première question à te poser. Du coup, qui es-tu, Julien ? Alors c'est vrai que du coup le ping-pong il va se faire comme ça, c'est vrai que maintenant maintenant, je le conscientise. Qui je suis? Du coup moi je m'occupe de la partie, on vient me voir pour la partie sales, soit quand on n'arrive pas à vendre, soit quand les commerciaux n'arrivent pas à vendre. Donc moi ça fait 14 ans que je suis dans la vente, j'ai commencé en tant que commercial, j'ai même fait mon BTS négociation relations clients. Donc je baigne dans la vente depuis toujours et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs, plus particulièrement les infopreneurs, à recruter, manager et coacher leur équipe de vente. Ok, c'est quoi ton business model du coup ? Il y a de la formation, où du coup là je forme des closers, donc c'est le premier pan de mon activité. Et le deuxième pan de mon activité, c'est plutôt du done with you, où en fait j'accompagne les entrepreneurs et je vais prendre à ma charge, entre guillemets, certaines parties de leur pôle sales, notamment le recrutement et le coaching et management de leur équipe. Ok, c'est pour quel type d'entrepreneur, du coup ? Là aujourd'hui du coup on s'est spécialisé sur les infopreneurs qui font plutôt minimum 30 000 € par mois. On identifie des patterns qui font qu'en fait en dessous de 15K, t'as pas besoin de recruter un closer et en gros c'est que tu peux le faire encore tout seul. Les gens ne veulent pas le faire tout seul parce qu'ils aiment pas vendre, mais du coup pour nous, par rapport aux enjeux de scaling justement, c'est pas intéressant pour nous. Donc on préfère se positionner sur des business qui sont plutôt entre 15 et 30 quoi. Alors t'as dit que t'avais commencé avec un BTS NRC. de vente. Ouais. Tu l'as en toi, la vente ? Enfin, c'est quelque chose qui te parle depuis le début. Est-ce que tu es un tchatcheur depuis que tu es ado ou est-ce que ça t'est venu sur le tard ? En fait, depuis ado, ce que je fais très bien, c'est de me mettre moi de côté et de faire parler les autres. Je suis très bon pour ça. Ça a été un hack, moi, pour pas me mettre en avant. Et du coup, quand tu te rends compte qu'en plus, quand les gens aiment vraiment parler d'eux, qu'en plus, quand toi, ce que tu sais faire de mieux, c'est vraiment leur donner la parole, ça, c'est plutôt un bon signe. Et une autre chose que j'aime particulièrement depuis tout petit, c'est de me mettre en avant et de faire un petit peu le show. Donc, genre tout ce qui est conférences, etc. Et en fait, quand t'es sales, t'as besoin et à la fois en fait, d'être curieux et de laisser parler l'autre, et à la fois d'être capable aussi en fait, d'envoyer une espèce de dose de certitude et d'énergie. Voilà, j'ai les deux composantes qui sont importantes depuis le début. Ouais. Mais tu voulais pas rester que sales, t'as voulu monter d'un cran, en fait, en montant ta boîte. En fait, moi, alors j'ai commencé, ça fait rire les gens, mais j'ai commencé donc en tant que coach en séduction. Donc à la base, moi, ce qui m'anime, c'est le coaching et c'est la transmission. Je me suis toujours dit, en fait, moi, ce que je veux faire, en tout cas de ma vie, c'est genre, je veux voir les étoiles dans les yeux des gens quand je les coach. Ça me fait kiffer. Et donc même quand j'étais commercial, à partir du moment où j'ai commencé à former les commerciaux, là, j'étais à ma place. Parce que là, j'étais aligné, là, je faisais ce que je voulais. Donc du coup, je suis vite allé sur l'entrepreneuriat pour aller coacher et transmettre. Mais maintenant, vu que ça fait 14 ans que je fais de la vente, à un moment donné, moi-même, en fait, faire de la vente, ça n'a plus vraiment de sens. Ce qui a du sens pour moi, c'est coacher les gens, les aider en fait, à mieux closer. Et du coup, maintenant aussi, coacher les membres de ma team. Alors, il y a combien de personnes dans ton équipe ? Comment t'es structuré Là, du coup, il y a 2 coachs sur la partie formation de closer. Là, pour le moment, un account manager qui gère en fait avec moi les équipes de vente qu'on accompagne. On va s'équiper d'un customer care, du coup, surtout pour la partie coaching. Et là, pour la fin d'année, ça doit être déjà pas mal. Ok, parce qu'en fait, entre les deux parties, formation et accompagnement, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans ton business model aujourd'hui ? En termes de CA ? Ouais. En termes de CA, c'est plutôt la partie infopreneur. Ok. Et en termes de temps passé aussi ? Maintenant que j'ai délégué, du coup, c'est la partie infopreneur. Ouais. Ok. Parle-nous du coup de la délégation. Par quoi qu'est-ce que tu as commencé à déléguer au début ? Et jusqu'où tu es allé ? Et est-ce que tu es allé jusqu'à déléguer là où tu as une zone de génie ? La dernière partie, oui, c'est un truc qui est vraiment ultra stretchant pour moi, parce que je fais partie, entre guillemets, quand tu es en personal brand, en gros, t'es l'image, et donc du coup, en plus, moi, je suis dans la vente, donc en gros, il faut que je délivre aussi ce que je sais faire de mieux. Donc, me sortir de là, ça a été vraiment très compliqué, donc je ne l'ai pas fait en premier. Ce que j'ai fait en premier, ça a été plutôt
Moi, sur une équipe de vente que j'accompagnais, je voulais me libérer moi-même du temps sur cette équipe-là. Donc, en fait, j'ai fait monter un closer head of sales pour me déléguer en fait de certaines parties plutôt exécutives, pour simplement me concentrer sur la partie stratégie, voilà, donc un peu plus l'ops sur là-dessus. Et le début des emmerdes, hein. C'est plus facile d'accompagner ses clients sur comment tu dois bien déléguer sur la partie sales que en fait quand t'es retrouvé toi-même en fait sur la partie délégation. Pourquoi ? Parce que toi, t'as pas d'affect, en fait, quand tu t'expliques à tes clients ce que tu dois faire, etc. Et puis, en fait, quand ça t'arrive à toi, t'as ton affect qui vient là-dedans. Moi, je suis hypersensible, donc du coup, je m'évite de l'affect sur les choses. Et je pense que ça a été vraiment la plus grosse leçon que j'ai retenue dans la délégation. Règle numéro 1, du coup, pas d'affect dans la délégation. J'ai délégué cette partie-là. Ensuite, du coup, ça a été sur la partie plutôt admin. Pareil, à ne pas faire, parce que c'est un truc où, en fait, tu dois quand même avoir le contrôle sur ta boîte. Et je pense que je fais partie peut-être de ces entrepreneurs qui, quand ils ont délégué, ils l'ont fait genre en mode vas-y, je délègue tout, et du coup, j'ai plus de contrôle sur rien. Et en fait, c'est une énorme erreur parce que au final, t'as quand même besoin, c'est ta boîte, et donc t'as quand même besoin en fait de garder un œil dessus. Pareil, en fait, je pense que peut-être comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai appris sur mes erreurs à moi, les erreurs de mes clients sur la partie sales, c'est plutôt assez facile pour moi. Donc voilà. Et ensuite, donc là, le coaching, c'est très récent, c'est cette année-là où ça m'a stretché parce que je dois me sortir de ce qui est ma zone de génie et du coup la déléguer à quelqu'un, surtout qu'en plus mes clients viennent pour moi. Et donc du coup, vu qu'ils viennent pour moi, je me dis en fait comment ils vont réagir le fait que ce soit pas moi qui prenne les sessions de coaching. J'ai un peu d'angoisse ou d'anxiété sur est-ce que c'est délivré comme je veux. Donc du coup, tu tombes un peu dans le je veux quand même garder le contrôle, mais je pense que c'est nécessaire. Donc voilà. Et justement, ils ont réagi comment, tes clients ? Ils ont bien réagi parce que en gros, sur les kick-offs et donc les démarrages en fait de nos sessions, je fais toujours les kick-offs d'onboarding. Donc en gros, dès qu'on démarre une session, je suis là, je présente aussi le coach. Pourquoi du coup ce sera le coach en interlocuteur principal ? Vu que c'est ma zone de génie sur la partie transmission, je garde quand même certaines sessions de coaching pour leur montrer quand même que je suis là. Donc j'arrive pas encore à me sortir à 100% parce qu'en fait c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Donc j'ai besoin d'être nourri dans ce que je fais dans mon business quand même. Donc je délègue pas à 200%. Mais donc voilà, je le fais comme ça. Sur la partie infopreneur, où là je délègue aussi sur l'account manager. En fait, on délimite bien avec l'account manager quels sont les niveaux de responsabilité que l'account manager il a. Donc j'ai 3 niveaux de délégation. Le niveau 1, où en fait du coup je sollicite moi-même l'account manager si j'ai besoin sur la partie stratégie. Donc lui il est juste là pour me faire des feedbacks et me dire est-ce que du coup tu es d'accord avec moi et challenger un petit peu ma vision. Le niveau 2 du coup c'est mon account manager qui va aussi prendre certains coachings des équipes de vente que j'accompagne. Et le niveau 3, c'est full délégation. En gros, je lui fais 100% confiance. Et en gros, il prend la team, je ne m'en occupe quasiment pas. Voilà. Aujourd'hui, je suis plutôt sur un niveau 1 et 2. Parce que par rapport aux clients qu'on rentre cette année, on a de la chance, c'est des gros clients. Donc, je, entre guillemets, ne délègue pas à 100% en niveau 3. J'espère que ça arrivera sur l'année prochaine. Mais vu que c'est des gros enjeux sur cette partie-là, je préfère encore garder la main. Comment tu as décidé que tu allais te concentrer sur une cible en particulier, qui sont les infopreneurs ? Pourquoi eux et pas une autre cible ? C'est une bonne question et j'ai échangé ce matin sur le mastermind avec Kevin et Thibaut de ce sujet avec un participant. En gros, il y a ce que moi je kiffe faire, ce que j'ai envie de faire et de distiller sur le marché, ma vision, et ce que le marché en fait me renvoie. Et c'était intéressant parce que ce matin, le participant parlait de notion d'ego. Ma mission, c'est d'élever les standards du marché sur la partie vente. Sur la partie infopreneur, ça me drive de ouf. Et la vente, en fait, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Donc, en plus d'élever les standards, je me dis, en fait, derrière, c'est un truc qui peut permettre vraiment de changer la communication et donc la relation entre les gens. Et sauf que le problème, c'est que si tu as une vision que court terme, tu vas vouloir faire, en gros, double down sur ce qui te rapporte le plus. Sauf que, en termes de coût, en termes d'énergie, d'effort et de résultats, généralement, ça fait 3 fois plus de temps que là où en fait tu as un levier d'acquisition qui est déjà présent. Et donc, pourquoi les infopreneurs ? Parce qu'en fait, c'est ceux qui sont le plus réceptifs à mon message. Et typiquement, aujourd'hui, je suis, entre guillemets, pas mal vu, mais les closers et le closing est mal vu sur plutôt un marché B2B type LinkedIn, où on est beaucoup critiqué déjà toute la partie infopreneuriat. On est des espèces d'ovnis, mais tout le monde nous pompe nos idées derrière, mais bon, on tape dessus, mais derrière on nous prend nos stratégies, mais bon, c'est pas grave. Et donc en fait, cette cible-là, elle est pas réactive, et je me suis tapé vraiment 2 fois la tête dans le mur en voulant adresser ce marché-là. Échec complet. Tu perds 3 mois, 6 mois de ta trésor en fait à vouloir taper un marché, en plus pas forcément correctement, ça met trop de temps. Donc
force est de constater qu'en fait, bah non, je vais juste là où on m'accueille correctement, je fais du bon cash, et en plus, du coup, les gens sont réceptifs à ce que je fais, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par élever les standards de la vente dans le monde de l'infoprenariat? Je te vois qu'un peu sourire, je pense que tu sais. Tu vois peut-être un peu ce que je veux dire par là. Je pense que le sales, c'est un des métiers qui est le plus compliqué. Pour moi, c'est la guerre, le sales. C'est genre, tu vas sur le terrain, tu te prends excuse-moi du terme, mais une chier en fait de refus, de rejet, et c'est vraiment pas agréable. Et en fait, je trouve qu'on est sur une phase un peu, pas de marché, mais j'ai l'impression que les gens veulent de moins en moins travailler. Donc, le maximum de résultats pour le minimum d'efforts. Ajoutons à ça que sur la partie closing, la majorité des infopreneurs de mon marché sont pas éduqués culturellement sur la partie sales. Typiquement, on est encore sur un format où en fait, je considère les sales comme de la chair à canon. En mode, j'ai un marketing assez brutal et bourrin, donc je vais leur envoyer un maximum de leads. Ils ont intérêt à me les closer, ces chèvres, parce que sinon, c'est qu'ils font pas bien leur travail. Donc, au-delà juste de la partie aussi closer, il y a une grosse éducation à faire de la partie chez les infopreneurs. J'ai l'impression des fois que c'est un peu des enfants quoi, qui jouent avec des jouets, tu vois, et ils disent bon bah vas-y, là j'ai des sales, envoie-lui du lead et puis qu'il le close, tu vois. Donc voilà, donc je pense qu'en fait il y a une mauvaise approche du sales déjà de base. Je parle même pas de la partie un peu côté obscur de la force sur la partie vente, tu vois, où du coup on veut vraiment à tout prix closer, on utilise des techniques un peu... de manipulation et tout, ouais. Voilà. Donc vraiment il y a un gros travail à faire sur cette partie-là, quoi. Ok, et donc c'est cette méthode, cette approche-là, à la fois cette vision, presque idéologie du sales, et derrière aussi une méthode très spécifique que tu transmets à tes coachs. Oui, mes coachs et mes clients, quoi. Tes coachs et tes clients. Ouais. Comment tu leur transmets très concrètement? Aujourd'hui, c'est sur 2 formats, je dirais le coaching et le mentoring, si on peut appeler ça du mentoring. Mais typiquement, sur mes élèves, ça va être qu'est-ce qu'on attend de vous une fois que vous êtes... Mes élèves closers. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend de vous, en fait, quand vous allez arriver sur le marché? Et voilà, en fait, la bonne posture à avoir. Bien souvent, en fait, sur cette partie-là, j'ai 2 types de profils. C'est des gens qui ont soit un background commercial, j'ai de la chance, je suis content, j'attire quand même pas mal de commerciaux qui veulent se reconvertir là-dedans. Soit des gens qui n'ont pas un background commercial, et qui ont encore moins un background ou en tout cas une culture d'entrepreneur. Donc déjà, c'est éduquer les gens sur qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur. Donc il faut que tu sois proactif. En gros, c'est à toi d'aller chercher ton business. N'attends pas que du coup, on t'envoie du lead, que ça tombe du ciel, etc. Donc genre ça, c'est un gros travail quand même à faire. Ces gens, ils viennent d'une culture de salarié. Donc en gros, tu les mets dans un truc où, t'as pas de sécurité, donc c'est compliqué pour eux. Et en 2, ils vont arriver sur un marché où il y a une espèce de... Les closers sont très mal vus, quoi. Donc on les considère vraiment, on les déconsidère beaucoup. Et en gros, il y a une espèce de dévalorisation en fait de ces gens-là. Et donc l'idée, c'est en fait comment tu fais pour au moins envoyer en fait une bonne image et avoir une bonne posture une fois qu'en fait tu prends une mission. Donc là-dessus, c'est vraiment du coaching et c'est tout le but de l'accompagnement, à la fois sur les hard skills et les soft skills. Qu'est-ce qui fait de toi un bon closer et à la limite un bon entrepreneur aussi. Et avec mes clients, il se fait en 2 temps, on va dire 3 temps, pardon. Le premier temps, c'est sur ma création de contenu. C'est facile pour moi, c'est ma zone de génie, je kiffe partager, donc je le fais sur ma création de contenu. J'évangélise un petit peu et j'éduque sur certains sujets. En deuxième, que je ne fais plus aujourd'hui, je l'ai délégué à 100%, on va dire à 90%, c'est sur les calls. Donc en gros, les infopreneurs viennent nous voir en général pour je veux recruter un closer, et quand on les prend en appel, en fait, l'idée c'est de les recadrer sur non, t'as pas besoin d'un closer, il faut faire autre chose. Donc je le fais quasiment plus ici, je l'ai délégué. Et la troisième partie, c'est dans l'accompagnement, typiquement sur du one-on-one avec le CEO lorsqu'on fait l'accompagnement, lui expliquer en gros sur la roadmap, voilà ce qui va se passer, on va recruter à tel moment, pourquoi à tel moment, là sur ta stratégie, voilà en fait qu'est-ce que tu fais mal, pourquoi, donc j'explique à chaque fois, donc sur ces 3 temps-là, quoi. En fait, je sens que tu les prends vraiment par la main, parce que tu insistes beaucoup sur les soft skills. Comment tu scales une activité avec autant d'accompagnement one-one? En gros, c'est comment tu processises en fait quelque chose qui est invisible et qui est quand même assez dur, entre guillemets, à transmettre. J'ai de la chance aujourd'hui, et du coup ça me fait plaisir quand j'entends par exemple mon account manager qui sort des phrases quasiment au mot près que ce que moi je dis. Je me dis en fait c'est cool, en fait il y a le concept, et derrière en fait il se l'a approprié et ça match. Donc c'est pas je rabâche beaucoup, mais manager c'est un peu rabâcher. Donc je me dis tu vois ça commence à rentrer. Donc plutôt de cette manière-là, quoi. Ok. Typiquement un coach, comment tu le sélectionnes? C'est quoi le process pour devenir coach chez toi, par exemple? J'ai envie de te dire dans mes élèves. Directement. C'est des gens, c'est des élèves qui ont suivi ma méthodologie. Je suis très admiratif des gens qui arrivent à vraiment processiser leur savoir-faire, et un savoir-faire comme ça qui est invisible entre guillemets. Tu es capable en fait d'expliquer comment t'approprier des hard skills, ça va plus vite.
Mais 2, en fait, comment tu dupliques et comment tu arrives à installer des soft skills chez des gens, tu vois. Quelqu'un qui bégaye, par exemple, et qui est vraiment pas affirmé, assertif, etc. Comment, en fait, tu fais pour que ton coach il soit capable de travailler sur ce truc-là sans que toi, tu sois derrière? Ça, c'est encore quelque chose qui est un peu compliqué, parce que j'ai besoin, en fait, d'être à côté de mon coach. Du coup, donc, tous mes coachs enregistrent leur session de coaching. Donc, du coup, je regarde la session de coaching avec eux, et ensuite, je leur demande aussi de me faire un feedback en fin de semaine. Si le coach il n'est pas capable de me factualiser en gros qu'est-ce que j'ai fait avec les closers et là où il en est, c'est qu'en fait il a un niveau de conscience qui n'est pas encore suffisant sur qu'est-ce qu'il joue de l'autre côté et qu'est-ce qu'en fait il est en train de faire. Donc du coup c'est un peu en deux temps, c'est 1, je vais le coacher sur comment tu coaches lors de la session, et 2, en fait voilà ce que je te recommande de faire par rapport en fait à ce que j'ai vu et ce que tu me remontes sur le terrain. Est-ce que tu as des coachs qui ont été parfois en désaccord avec ta méthode et qui t'ont dit ok je vais ailleurs? Ouais, j'ai des clients qui refusent de travailler avec moi parce que je suis pas assez agressif ou que j'ai une méthodologie qui est entre guillemets trop éthique. Et vu que c'est des gens qui sont plutôt bourrins sur et leur marketing et leur acquisition, ils savent qu'en fait avec moi ça va être compliqué parce que je prends le temps. Je suis pas pour en fait du one call close par exemple, donc closer sur un appel. Je suis pour en fait quand c'est ok, mais quand c'est pas aligné, non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, je suis plutôt content en fait de perdre des clients parce que les gens se disent non, avec Julien, du coup, tu peux pas faire n'importe quoi et tu peux pas vendre n'importe quoi en fait. Qu'est-ce que tu ne vendrais pas par exemple? Est-ce qu'il y a des services ou des produits qui sont un peu dans ta kill list? Si je fais la réponse plutôt basique, c'est s'il y a un produit ou vu que c'est beaucoup de formation quand même et d'accompagnement et de coaching que je vends, c'est s'il y a un service ou un produit que je ne comprends pas. Je me dis en fait si moi je comprends pas le service, je vais pas pouvoir coacher mon sales. Et vu que je pars du principe que l'onboarding en fait chez un client il est quand même pas assez quali et que du coup la délégation sur ça et la transmission du savoir-faire, donc du savoir closer, est pas bonne, si moi je comprends pas ce qui se passe en fait c'est même pas la peine que j'y aille. Donc c'est plutôt vraiment ça mon indicateur. Après je suis pas sur des trucs d'e-commerce où je vendrais des produits un peu chelous, donc ça limite un peu le choix quoi. Ouais, tu vois pas de ligne rouge éthique sur le sujet des formations par exemple? Je te dirais à la limite peut-être le trading, vraiment juste le make money pur quoi. Ok. La crypto, ce genre de choses là. Donc là, tu es arrivé quand même à une phase de croissance qui est intéressante pour toi au point que tu es en train de t'auto-déléguer presque à terme. Ouais. Est-ce que tu as construit une vision stratégique moyen terme? Est-ce que tu as essayé de projeter ta boîte à 5 ans? Et si oui, comment tu l'imagines? Je souffle parce que du coup, c'est le 5 ans, en fait, il m'a jamais vraiment séduit. Juste sur la vision, je sais en fait vraiment pourquoi je sais pas si j'ai le droit de dire le mot, mais pourquoi je me fais chier en fait tous les jours, tu vois, à rester là-dessus. Je sais que vraiment l'entrepreneuriat ça m'anime. Je sais que la vente, il y a un vrai truc qui m'anime derrière, c'est en fait améliorer les relations entre les gens. Donc ça, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est vraiment mon driver en fait. Après, sur la construction de la boîte, franchement, que ça soit de mon côté ou du côté de mes clients, j'ai vu tellement d'anomalies de marché, tellement de chaos qui peut arriver qu'en fait, je me dis tout ce que je peux faire, c'est juste être robuste et essayer de faire que ma boîte soit robuste. Et moi aussi d'être robuste là-dedans. Donc en fait, c'est comment je fais pour affronter le chaos. Et je sais pas ce que mon marché va donner dans genre 6 mois. Genre, si t'as l'exemple du Covid, quoi. Ça prévient pas. Je suis sur une industrie où la formation en ligne, elle est quand même assez critiquée. Pas encore, je pense, suffisamment contrôlée. Donc ça se trouve demain, s'il y a tout qui change, je sais même pas ce qui va se passer. Donc je suis plutôt en mode, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus agile possible, quoi. Voilà. Et t'arrives à garder la tête un peu hors de l'eau? En fait, du coup, c'est comme si je faisais genre tac, tu vois. Ouais, ok. Genre, je fais un peu de la brasse, quoi. Des fois, je vais sous l'eau, je remonte un peu, parce que voilà, c'est dès que tu commences à avoir un peu d'affect dans les choses, c'est toujours plus compliqué d'avoir ce recul-là. Il y a des gens qui sont très bons, je pense, sur la partie vraiment, je mets aucun affect avec ma team, ou si je le mets, c'est en fait bien cadré. Je pense que comparé à certaines personnes, je suis encore peut-être un peu derrière eux, tu vois, donc j'ai encore sûrement des choses à apprendre. Et pour être plus résilient face à peut-être l'effondrement ou l'éclatement de la bulle de l'infoprenariat, comme en parlait Théo Lyon dans un de ses podcasts, je sais pas si t'as entendu ça. Oui, j'ai entendu, ouais. C'est pour ça que t'as envie d'aller chercher d'autres marchés? C'est ça qui te motivait? Je pense qu'en fait, à partir du moment où tu mets tous tes œufs dans le même panier, c'est risqué pour plusieurs raisons. Je me dis en fait, moi en tant qu'humain déjà, je sais que j'évolue. Donc en tant qu'homme, en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur forcément. Donc je sais pas vraiment qu'est-ce qui va demain, est-ce que ce que je fais en fait, je vais me réveiller et je me dis en fait non, genre je kiffe plus ce que je fais et comment je le fais. Et ouais, genre à terme en fait, je sais que j'ai envie d'avoir d'autres sources de revenus, d'autres rentrées et vraiment je palpe en fait ce truc d'entrepreneur, tu sais, où en fait tu as envie de t'amuser. Vraiment là, je commence à sortir un peu et comprendre vraiment cette idée de c'est un jeu. Et donc je me dis comment je peux m'amuser différemment. Donc j'essaye de poser mes pions un peu à droite à gauche.
Je pense que le seul truc qui restera pour n'importe qui veut entreprendre, c'est la création de contenu. Je pense qu'à partir du moment où tu as une brand forte, personnal brand forte, en fait, tu peux vraiment t'ouvrir plus le champ des possibles. Ok. Et du coup, ta personal brand, tu fais quoi pour l'ouvrir et que ce soit pas seulement du closing? Par exemple, j'ai créé un nouveau compte qui s'appelle Masculin Conscient sur Instagram, où je parle plus du développement du masculin chez les hommes, qui a rien à voir, entre guillemets, en soi, sur le closing. Pour autant, j'arrive en fait à faire des connexions, et du coup, tu vois, je crois que c'était ce matin où vous parliez de backstory. En gros, il y a toujours un lien dans ce que je fais. Et donc, par exemple, dans le closing, qu'est-ce qui fait que je vais développer ça? C'est parce qu'en fait, j'ai des closers, hommes, par exemple, qui ont du mal en fait à s'affirmer face à certains profils, par exemple, dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est pas le closing, le problème, c'est en fait l'homme avec sa capacité à s'affirmer lui et du coup à son identité. Et comment je présente les choses? En fait, je fais toujours des liens. Donc, mon audience n'est pas perdue, en fait. Il y a une espèce d'une compréhension de « Ah, ok, du coup, oui, en effet, ça fait sens ». Puis bon, moi, je sais pas, demain, je vais pas parler de bisounours du jour au lendemain. Donc, ouais, le concept, c'est quand même, c'est vraiment l'affirmation de soi, en fait. J'ai l'impression que c'est ce qui ressort le plus, quoi. Communication, en fait. Ouais, ça, c'est de la diversification verticale. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu pars d'un problème qui est comment on close, comment on devient un bon sales. Tu identifies des points de douleur, en fait, dans le parcours. Du coup, tu diversifies en adressant ces points de douleur-là, qui sont des points de douleur, en fait, très personnel, très psychologique, et tu vas attaquer la question de la confiance en soi, en fait, c'est ça. Puisque tu as commencé en disant que c'était un métier un peu ingrat qui consistait à prendre des portes, quoi. Grosso modo, tu entends plus souvent non que oui. C'est clair. Et donc, si tu n'es pas prêt à accepter le non, et que tu souhaites faire ce métier, alors il faut travailler sur cette dimension-là de toi. Et donc, là, tu le diversifies comme ça. Je parle beaucoup de soft skills, moi, dans la vente, donc sur ma création de contenu, en fait, vous me voyez beaucoup parler de soft skills, justement. Et donc en gros, le soft skills, entre guillemets, c'est un peu, comme tu disais, la verticale pour aller sur... en fait, du coup, on va travailler aussi sur un plan plus perso, quoi. Ok. Du coup, toi, la stratégie 2025, c'est diversification? C'est double down, justement, sur là, ce qui marche très bien et augmenter la délégation. Masculin conscient, on gardera, mais du coup, là, ça marche très bien, donc on va... C'est un peu une zone de kiff, masculin conscient, du coup? Moi, la zone de kiff, c'est surtout toute cette partie plutôt leadership et le développement de l'interne. Vraiment, quand je monte en compétence un closer ou un commercial, franchement, 90% du temps, je parle pas de vente. C'est vraiment lui, en fait. Même quand je suis en transmission, je parle beaucoup de psychologie, etc. Ça me drive vraiment. Ouais. Donc, double down, davantage délégué. Tu veux déléguer quoi encore plus en 2025? Par exemple, là, cette année, on va aller faire les 300K, voire 400, que de l'organique. Donc, du coup, l'année prochaine, c'est de mettre de l'ADS. Donc j'espère aller chercher un volume supérieur à ça. Donc du coup double down, enfin c'est même pas double down là, du coup c'est ouvrir cette verticale là et par contre y aller vraiment correctement quoi, sur ce levier là. Et le double down du coup ça va être vraiment sur cette délégation que j'ai envie vraiment de maximiser. Donc ça va être plus de coach parce que forcément on va avoir une acquisition, donc plus de coach. Et sur la partie account management, dans mon idée, et je le dis à mes clients, mais en gros je veux garder que mes chouchous sur la partie infopreneur, donc c'est que entre guillemets des business et des personnes avec qui je kiffe. J'ai juste envie de travailler avec des gens avec qui j'ai envie d'aller au resto. Si j'ai pas envie d'aller au resto, c'est qu'il y a peut-être un truc, tu vois. Et ensuite, du coup, de vraiment me dire, ok, je peux avoir 100% confiance dans cette personne-là et elle peut prendre avec moi en fait la strat et le coaching. Est-ce qu'on passe aux 5 questions? Allez, let's go. On a une petite tradition qu'on met en place, c'est qu'on termine le podcast avec 5 questions dilemmes. Mais c'est des questions vraiment difficiles, sur lesquelles il faut que tu nous donnes une petite réponse. Je fais la première. Ça oui, ça non. Pardon? C'est des oui ou non Non, tu vas voir. Ok. Est-ce que tu préfères être un vendeur de tapis ou être un vendeur d'armes? Ah oui. Je te dirais un vendeur de tapis. Ça fait moins mal. Au sens propre ou figuré? Au sens figuré. Ok. Ok, deuxième question. Est-ce que tu préfères du jour au lendemain perdre ton espace Notion ou WhatsApp? Franchement, vu comment il est bordélique, autant perdre mon Notion. Hein. Du coup, tu considères que c'est pas assez structuré Complètement, ouais. Pourquoi? Peut-être que 2025, d'ailleurs, quelqu'un qui va me structurer un petit peu toute cette partie-là, parce que c'est moi qui le fais et je suis pas le mec le plus structuré ou organisé. Et en fait, le Notion de base, ça part d'une bonne intention, hein, c'est structuré. Et voilà, mais du coup, vu que c'est moi qui le fais, je reviens vite dans mon bordel, quoi. Ok, très clair. Est-ce que tu préfères perdre ta boîte ou perdre une jambe? Perdre ma boîte. Parce qu'on m'a dit que ce matin j'étais beau gosse, donc je me dis avec une jambe, du coup ça sera plus compliqué. Ok. Est-ce que tu préfères passer une journée entière sans internet ou sans boire d'eau potable?
Est-ce que je préfère passer une journée sans internet ou sans eau potable? Ouais. Bah du coup, je te dirais sans eau potable parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. On aurait dû te proposer un verre d'eau, non? Bon, du coup, j'ai l'habitude. Ok, dernière question. Elle est plus philosophique. Il y a les anneaux olympiques, tu sais, sur la Tour Eiffel en ce moment. Grand débat sur est-ce qu'on va les enlever ou pas, etc. Mettons, on les enlève, et c'est toi qui décides ce qu'on met dessus, une phrase, ou un logo, ou ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on affiche sur la Tour Eiffel? En fait, du coup, j'ai vu cette phrase-là tout à l'heure, c'est vrai qu'elle m'a marqué, c'est « tu es ce que tu fais et non pas ce que tu dis que tu vas faire ». Et je trouve qu'on se perd beaucoup dans ce que je vais faire et un peu ces conjectures-là. Je trouve que ça ramène vraiment à la réalité, fais ce que tu dis et du coup, ça te définira comme ça. Ouais. J'aime bien cette phrase. Trop beau mot de la fin. Ouais, c'est incroyablement inspirant. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. J'ai pas eu trop de ping-pong, ça va? Ça va? C'était gérable. Bon bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci.